problématique des relations hommes-femmes. Fureur et cris de femme, le troisième roman de Rawiri présente une avancée considérable dans la mesure où il ne s'agit plus simplement de dénoncer superficiellement les privilèges de l'homme, mais de procéder à une analyse plus aboutie de sa personnalité. À travers une série d'années-leps, Rawiri nous livre le monologue intérieur de son personnage masculin, Joseph, qui cherche à se remémorer le moment où sa vie de couple a basculé, où il a commencé à se détourner de sa femme. En évoquant son passé, Joseph cherche les détails qui indiquent ce changement. Dès lors, il prend conscience avec amertume des jeux de pouvoir propres à précipiter la destruction du couple et consistant à s'ignorer l'un et l'autre, à ne plus communiquer, à préférer les échanges avec les amis, même lorsqu'il est question de nouvelles de première importance. Par ailleurs, le discours masculin témoigne des difficultés de la réconciliation lorsque les partenaires ne partagent pas la même opinion. Donc, extrait du roman Fureur et cris de femme. Après plusieurs jours de souffrances atroces à la suite de la découverte effrayante de l'effritement de l'amour, après une analyse minutieuse des rapports dégradants, on décide avec gravité de rassembler les pièces manquantes et de ressouder les cordes cassées. Mais voilà, ce jour-là, l'autre est de mauvaise humeur ou tout simplement ne s'est pas préparé en même temps que vous à la réconciliation. Comme pour vous décourager, elle sort un pavé qui paralyse. Vos bonnes intentions, vous les classez dans votre cœur pour les ressortir brutalement si elle vous reproche un jour votre indifférence. Blessé, on se replie dans son orgueil et on se dit qu'une réconciliation se fait à deux et que si l'autre n'a plus ressenti vos bonnes intentions, c'est qu'elle ne tient peut-être plus à vous. Pourtant, oui, pourtant, il aurait suffi qu'elle soit ce jour-là plus perspicace pour lire dans vos yeux et y déceler cette lueur qui jurait de tout recommencer. Rawiri donne forme à un discours masculin positif dans lequel l'homme dévoile sa vision de l'amour, sa conception des rapports amoureux, où il apparaît soucieux de consolider et préserver la relation conjugale. D'ailleurs, l'emploi d'adjectifs tels que atroce, effrayante, témoigne à la fois de la prise de conscience de l'homme et de sa douleur face à la désagrégation du couple. De même, les verbes décide, rassembler, résoudre indiquent la volonté d'agir de l'homme et l'intention d'obvier à cette situation. Le profil de l'homme diffère assurément de l'image masculine véhiculée jusqu'ici par les romans féminins. Parallèlement, l'accent est mis sur la responsabilité de la femme qui, par son manque de coopération, d'intuition, son refus d'accepter les excuses du conjoint, sabote la réconciliation. Un tel discours cherche non seulement à extérioriser la pensée masculine, mais également à procéder à une analyse de réactions qui régissent le comportement de l'homme dans telle ou telle situation. L'analyse est davantage centrée sur les raisons qui poussent l'homme à contracter une relation extra-conjugale. Le premier argument avancé fait état d'un complexe d'infériorité, d'orgueil mal blessé par la situation professionnelle avantageuse de la femme. Joseph est touché dans son amour-propre et nourrit un sentiment d'humiliation parce que ses revenus sont nettement inférieurs à ceux de sa femme. De plus, cette dernière a osé brandir devant sa belle-mère leurs fiches de salaire respectives afin de prouver sans équivoque qui détient le pouvoir pécuniaire dans la maison et qui soutient financièrement la belle-mère. Pour Joseph, cet acte constitue le comble de l'humiliation. Extrait. Jusqu'où veux-tu m'humilier? Était-il nécessaire que tu lui montres mon bulletin de salaire? N'était-il pas suffisant que toute la ville sache que ton entreprise me loge?
Te fallait-il encore me dévaloriser aux yeux de ma mère? Si tu veux divorcer, alors ne tardons pas. Tes airs de supériorité me deviennent insupportables. Apprends que je ne me laisserai jamais dominer par une femme, même se réclamant des mouvements d'émancipation. Si ces élucubrations te sont aussi importantes, alors vis-les dans ta tête. Cette situation dure depuis trop longtemps et j'en ai ma claque. La répétition des expressions comme « était-il nécessaire ?» « N'était-il pas suffisant? Te fallait-il encore me dévaloriser? Tes heures de supériorité ?» insinue qu'Emilienne est responsable des frustrations et de la colère de son mari. D'après ce dernier, Emilienne devrait, pour le préserver, subir les accusations infondées et perfides de sa belle-mère sans se défendre. Comme pour rendre justice à Emilienne, la perspective narrative s'inverse. Le discours féminin reprend ses droits pour fustiger l'inconvenance du comportement de Joseph. Extrait. Suite à cette révolte typiquement masculine, Joseph devient irascible, grossier et vulgaire. Il se mit à boire avec excès et refusa d'emmener son épouse aux cérémonies officielles et même de répondre aux invitations que leur adressaient leurs amis. Très vite, l'atmosphère conjugale devint insoutenable. Pour apaiser cette tension, Emilienne, bien qu'elle n'ait rien à se reprocher, prend sur elle de provoquer. Pour rassurer sur son mari, une mise au point fait son mea culpa et demande à être pardonnée si son mari a cru qu'elle essayait de jouer de sa force pécuniaire. Cette discussion a son intérêt car elle permet d'aplanir les difficultés. Plus que de la jalousie, c'est davantage de souffrance engendrée par les commentaires désobligeants des amis et de l'incapacité financière de l'homme à satisfaire sa femme dont il est question. Extrait. Aucun homme, pas même le plus libéral, n'accepte d'être dans une situation inférieure à celle de son épouse. Je ne parle pas, bien sûr, de ceux qui n'ont pas de sens de l'honneur. Ceux-là ont à la bouche le goût étrange d'hommes assistés. Ne va pas croire que je suis jaloux de toi. Lorsque tu as été nommée directrice, j'étais très fière de toi. J'étais très fière de toi. De mon côté, j'espérais un redressement rapide de ma situation. Tu connais mieux que quiconque tous les obstacles auxquels j'ai dû faire face. Ce ne fut pas seulement la disparition de mon dossier d'embauche au ministère de la fonction publique, mais la jalousie et les trahisons diverses de certains de mes collègues du ministère des Affaires étrangères. Comment un homme peut-il, dans ces conditions, supporter longtemps la supériorité financière de sa compagne, surtout quand des amis manquant de finesse, vous le rabâchent à tout vent? À la faveur de cet échange, Emilienne essaie de savoir si c'est son statut social qui est à l'origine du désir de son mari de prendre une deuxième épouse. Avec toute la mauvaise foi dont il est capable, Joseph se cabre. Puis rassure sa femme en lui promettant non pas la fidélité, mais de ne pas divorcer quoi qu'il arrive. Cette mise au point permet d'effectuer une sorte de bilan dont la conclusion porte sur l'infidélité congénitale de l'homme. Extrait. Non, Joseph n'est pas différent des autres hommes qui trompent leur partenaire pour oublier leurs problèmes ou pour mesurer leur séduction auprès des femmes ou tout bonnement quand ils sont heureux, par caprice ou par inconscience. À quel moment peuvent-ils donc être fidèles? Ne sont-ils pas faits pour constamment nous glisser entre les doigts? En ce qui nous concerne, Joseph et moi, nous sommes séparés par un gouffre que nous ne pourrons peut-être plus jamais combler ou enjamber pour nous retrouver. En réfléchissant sur son expérience personnelle, Emilienne finit par se rendre à l'évidence et à comprendre que les relations amoureuses entre hommes et femmes reposent sur une caractéristique essentielle qui est le décalage sentimental et qui peut se résumer comme suit. Séduction, possession et plaisir, lassitude et distanciation.
Sur un tout autre plan, l'annonce et l'aboutissement d'un projet d'entreprise de construction dévoilent un nouveau décalage entre mari et femme. Si Joseph est fier et heureux de partager cette réussite avec sa femme et en l'emmenant dîner et en la présentant comme sa compagne officielle, Émilienne, elle, éprouve de la rancœur pour avoir été ainsi laissée en dehors du projet. Elle se sent manipulée, utilisée pour officiellement faire bonne figure. D'ailleurs, à cette occasion, elle prend conscience de l'écart entre sa joie d'antan lorsqu'elle parcourait tous les endroits à la mode en compagnie de son mari et son indifférence du moment. Dans le même temps, elle observe que les compagnes des associés de son mari ont des comportements qui en disent long sur les rapports entre hommes et femmes. La première ne fixe jamais son mari qui, de toute évidence, n'a rien à dire, tandis que le regard de l'autre s'assombrit toutes les fois qu'il croise celui de son mari. Pour Joseph, c'est là une preuve supplémentaire des réactions à contretemps d'Émilienne qui fait montre de désintérêt alors qu'il veut célébrer sa réussite avec elle. Extrait. Laisse-moi, s'il te plaît, je suis fatiguée. Non, je ne te laisserai pas. Tu es mon épouse, ne l'oublie pas. Mes joies sont les tiennes. Ce soir, je viendrai avec toi au dîner, sinon je l'annule. Sais-tu que malgré mes efforts, je ne te comprends pas? Une autre femme aurait été heureuse de la réussite sociale de son mari. La mienne te laisse froide. Quelle que soit sa conduite, il y a des joies que je ne peux partager. Quelle que soit ma conduite, il y a des joies que je ne peux partager qu'avec toi. Le manque d'enthousiasme d'Émilienne a pour effet paradoxal de susciter chez Joseph un regain d'intérêt et d'amour pour elle. Cet autre point d'écart entre hommes et femmes est également l'occasion de souligner les contradictions dans la conduite d'Émilienne qui apprécie malgré tout cette sortie aux côtés de son mari, mais ne perd pas de vue le décalage entre les gestes d'affection alors qu'ils étaient sincères et ceux de l'instant qui ne sont plus qu'un jeu pour son mari. Au cours de cette soirée qui peut être qualifiée de moment déclic, Émilienne prend conscience du fossé qui la sépare de Joseph. Extrait. Bien qu'elle se soit jusqu'à ce soir voilée les yeux, elle est bien obligée d'admettre qu'il ne partage plus rien. Sa réussite qu'elle aurait accueillie à une époque non lointaine avec une explosion de joie la laisse imperturbable. Pour l'homme qu'elle croit encore aimer, elle ne ressent rien. Ses succès dont elle se sait exclue, quoi qu'il en dise, ne l'intéressent plus. Voilà, j'étais là en train de lire un extrait d'une étude sociologique. Voilà, donc il s'agissait d'un chapitre du livre dont le titre est « Le féminin, le masculin, les rapports sociaux de sexe au Gabon ». Voilà, donc j'étais là en train de lire un extrait du chapitre dont le titre est « Rapport de genre dans le roman féminin gabonais ». Donc ce chapitre a été écrit par Béatrice Bikene-Bekale. Voilà, je vais vous en dire un peu plus sur l'œuvre. Donc, je vous présente la couverture. Voilà, je l'ai acquise. J'ai acquis cette œuvre en format électronique, en fait, sur le site de la librairie Sorin. Voilà, donc le féminin, le masculin et les rapports sociaux de sexe au Gabon dans la collection études sociologiques et la série sociologie. Le livre a été écrit sous la direction de Gladys Esseng Abba et Joseph Tonda. Voilà. En fait, pour la petite histoire, je cherchais à lire un livre de Joseph Tonda, une autre étude en fait qui est parue récemment, je crois que c'est Aphrodystropie. Et je suis tombée sur cette étude qui m'intéresse parce que en fait, tout ce qui a rapport au féminisme et aux questions de genre dans les sociétés africaines
au Gabon en particulier, m'intéresse. Voilà, donc le féminin, le masculin et les rapports sociaux de sexe au Gabon. J'étais en train de lire donc un chapitre qui parlait de la place en fait de ces rapports hommes-femmes dans la littérature au Gabon. Donc l'auteur donc nous parlait en fait du roman Elonga, écrit par la première romancière gabonaise qui est Angèle Rawiri. Voilà. Voilà. Donc l'auteur a développé en fait toutes ces questions de genre en fait en parlant en fait des 3 romans de Angèle Rawiri, donc Elonga, Gamérin Canon, et elle termine cette analyse en fait très dense en parlant du roman Fureur écrit de femme. Fureur écrit de femme, un roman dans lequel on a un couple composé de Joseph et Émilienne. Ils traversent en fait une crise conjugale due au fait que Émilienne a du mal à enfanter. Elle a tendance à perdre ses grossesses. Elle a subi beaucoup d'avortements spontanés comme ça. Et elle se retrouve aux prises avec sa belle-mère qui a du mal à comprendre cette femme qui n'arrive pas à donner un enfant à son fils. Et Émilienne va connaître des moments assez difficiles, parce que son mari finira par la tromper et prendre une maîtresse, mais elle est quasiment harcelée en fait par sa belle-mère. Voilà. Donc, Fureur écrit de femme, ce roman qu'on peut retrouver aux éditions qui a été édité en 1994 aux éditions L'Harmattan à Paris. Voilà, je vais lire quelques extraits un autre extrait en fait de ce livre que je découvre petit à petit. Voilà. Et que je vous invite aussi à dévorer. Donc, le féminin et le masculin et les rapports sociaux de sexe au Gabon. Vous en avez pour 214 pages. Voilà, donc disponible en format électronique. Je l'ai eu à 16 €, en format électronique. Sinon, vous pouvez l'avoir en format papier. On se retrouve tout à l'heure pour un autre extrait. Ibu